Voilà, bienvenue sur Public Sénat. On refait la séance. On va décortiquer cette séance des questions d'actualité. On va faire de la politique parlementaire, mais aussi de la politique avec notre invité, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. On a beaucoup de questions à vous poser. Bon, première question, quand même, sur ce qui se passe à la FIFA. C'est grave, docteur. C'est grave et en même temps, j'ai le sentiment qu'on est en train de voir le bout du tunnel par la démission très sage de M. Blatter qui, je crois, a compris qu'il ne pouvait plus conserver sa présidence dans les conditions d'environnement qui étaient les siennes aujourd'hui. Maintenant, donc, à la FIFA de prendre les bonnes décisions pour préparer l'avenir. Mais vous avez vu tout ce qui vient des États-Unis, les aveux qui arrivent par dizaines, et maintenant on attend 1998, la Coupe du Monde en France, on apprend éventuellement qu'il y aurait eu des pots de vin, c'est ça? Écoutez, ce sont des allégations pour l'instant. J'attends que les enquêtes progressent en la matière. Nous verrons bien. L'enquête judiciaire fera son travail. Nous verrons s'il y a des responsabilités sur l'attribution de la Coupe du Monde en France en 1998. J'espère bien que tout cela sera clarifié dans les meilleurs délais. Encore une ou deux questions. Vous voyez Michel Platini comme le prochain candidat naturel ou est-ce que ça sera quand même très difficile pour lui? On sent qu'il y a l'Europe derrière lui, mais que derrière, ça pousse pas beaucoup. Ah, vous savez, une campagne, il faut se mettre en route. Très concrètement, il a 4 mois, si bien sûr il le décide. C'est d'abord à lui de le décider. Ce qui est certain, c'est que si Michel Platini le décide, c'est parce qu'il en a les qualités. Je le conçois parfaitement, qu'il est engagé, qu'il connaît bien le monde sportif et que manifestement, il aurait autour de lui un grand engouement, y compris national. Alors, on va parler aussi d'un autre sport qui a lieu en ce moment en France, c'est Roland-Garros. C'est à Paris. Bien évidemment, certains téléspectateurs doivent suivre ça attentivement. J'espère qu'autant que Public Sénat. Non, on espère. Il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui. Il y a une décision politique très importante, c'est l'extension de ce qu'on appelle Roland-Garros. Manuel Valls est plutôt pour, Ségolène Royal est plutôt contre. Vous êtes plutôt pro-Valls ou pro-Royal? Ah, moi j'ai regardé ce dossier. Je considère que c'est un très beau dossier. La Fédération française de tennis a réalisé un projet architectural pour l'instant. Ça ne dit pas ce que vous voulez faire, monsieur le ministre. Ah ben, ça dit simplement que Manuel Valls a été très clair. Un communiqué de presse est paru hier, vous avez dû sûrement l'avoir, disant qu'il était favorable à ce projet et qu'il donnerait toutes les autorisations pour le faire. Je crois qu'il faut sortir par le haut et la Fédération française a un besoin impérieux de ce nouvel équipement pour pouvoir notamment postuler au JO de 2024, pour pouvoir avoir un équipement de qualité, sachant qu'aujourd'hui tous ceux qui connaissent le site de Roland-Garros savent qu'il est extrêmement contraint sur le plan physique et même parfois dangereux quand il y a de grandes compétitions. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, on va expliquer qu'à côté, il y a ce qu'on appelle les serres d'Auteuil. Oui. C'est quelque chose d'assez écolo, on va dire. Oui. Et certains vous disent, vous allez toucher à l'écologie alors qu'on arrive sur la COP. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, les serres d'Auteuil ne sont pas touchées. Ce qui est touché, ce sont des aménagements d'ailleurs de qualité assez médiocre, il faut le reconnaître, et qui vont être remplacés par un cours semi-enterré entouré de serres qui reprennent l'architecture des serres d'Auteuil. Donc c'est vraiment magnifique. Et alors la polémique est née entre Ségolène Royal et Anne Hidalgo. Elle n'a pas lieu d'être selon vous? Elle est pour moi tranchée, elle est pour moi derrière nous. Je pense que le Premier ministre s'exprimera puisqu'il viendra dimanche à la finale où j'espère voir Tsonga. Ça, c'est encore une autre histoire. Dernière question quand même très importante aussi. Vous avez entendu parler du fait que François Hollande a décidé quand même par un projet de loi constitutionnelle qui permet de reconnaître les langues régionales et dites minoritaires. Vous espérez, vous, que le ch'ti, par exemple, soit reconnu? Vous êtes du Nord. Je suis du Nord. Je ne suis pas certain que le ch'ti soit vraiment une langue en tant que telle. C'est plutôt un patois, aménagement, le français. Il faut savoir garder l'unité nationale et en même temps considérer que les racines locales méritent d'être valorisées. C'est le sens de cette décision. Un dernier mot. Le service civique est rentré en vigueur lundi. Ça concerne combien? Il est rentré en vigueur bien avant lundi. C'est une mesure qui date de 2010. Simplement, on est passé d'un stade confidentiel à une universalisation, ce qui veut dire que dans un délai d'1 an et demi, service civique universel. Voilà, il y aura 150 000 jeunes qui pourront faire leur service civique. Aujourd'hui, il y a 4 demandes pour un poste disponible. Eh bien, progressivement, nous allons monter en puissance. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'en suis très vous heureux. lancez un appel, vous pouvez dire ici sur notre antenne, allez les jeunes, allez-y. Alors, les jeunes doivent pouvoir s'inscrire aujourd'hui à l'agence du service civique pour valider leur démarche. Sachez que nous mobilisons tous les ministères, toutes les collectivités territoriales. Et ici, dans la maison des collectivités territoriales, je fais cet appel. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va écouter François Rebsamen, le ministre du Travail, tout à l'heure, qui s'exprimait à propos des chiffres du chômage qui sont parus lundi. Je vous propose d'écouter le ministre. C'était l'heure des questions d'actualité. Je me suis permis de regarder l'histoire des contrats aidés. C'est étonnant, le pic a été atteint sous quelqu'un que vous aimez bien, qu'il s'agit de l'ancien Premier ministre Alain Juppé.
sous Alain Juppé, il y avait 850 000 contrats aidés. Et même pendant le premier semestre 2012, vous en aviez programmé 385 000. 385 000. D'ailleurs, vous avez utilisé les 2/3. Vous en avez utilisé les 2/3 d'ici le mois de mai 2012. Et donc, voilà. Et nous mettons en place, au contraire, des politiques qui sont des politiques de soutien à l'activité. Voilà, on va poursuivre notre débat avec un nouvel invité, Philippe Bas, le président de la commission des lois, sénateur Les Républicains. Nouveau nom, bien entendu. Quand vous entendez notamment le ministre du Travail dire que vous avez utilisé, vous aussi, des emplois aidés de nombre, hein, depuis Alain Juppé notamment, il vous renvoie la balle tout simplement, il dit que ça peut fonctionner encore. Ça, c'est une méthode, j'allais dire, politicienne, très classique. Quand on est en difficulté, c'est de plonger dans l'histoire pour pouvoir faire les reproches qui nous sont adressés à ceux qui nous ont précédés. Ça ne mène nulle part parce que le problème, c'est de savoir ce que l'on doit faire maintenant pour que la croissance reparte, pour que la confiance renaisse et pour que le chômage diminue. Voilà, nous a rejoint Jacques Mézard. Bonjour. Bonjour. Sénateur, évidemment, du groupe RDSE, président du groupe RDSE. Je vais ouvrir un débat avec vous, deux débats. On va parler du renseignement, mais d'abord, je voudrais parler de cette commission d'enquête que vous avez demandée, Monsieur Mézard, sur l'autorité administrative indépendante. Alors, sous ce nom, qu'est-ce qui se cache exactement, Monsieur Mézard? Oh, personne ne se cache. Il y a simplement depuis 1979 la création successivement de 40 autorités administratives indépendantes. Ça va de la CNIL, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'autorité des jeux en ligne, à l'autorité sur la transparence, à toute une série, à l'autorité de la concurrence, à toute une série d'autorités qui, comme leur nom l'indique, pour certaines, ont beaucoup d'autorité. Alors justement, trop d'autorité, c'est ce que vous voulez expliquer par cette commission d'enquête, c'est-à-dire il faut les surveiller? Il faut simplement qu'il puisse y avoir un contrôle. Il ne s'agit pas de surveiller tout dans ce pays. Il s'agit simplement de dire que nous sommes attachés à la prédominance des institutions républicaines. Et que dans les institutions de la République, il y a le pouvoir exécutif, il y a le Parlement. Et qu'il est nécessaire que le Parlement puisse contrôler l'action de l'exécutif. Et à partir du moment où des autorités ont une partie par délégation du pouvoir de l'État, il est normal que le Parlement assure le contrôle, et ce qui se passe d'ailleurs au CSA à l'heure actuelle, et dont la presse se fait l'écho régulièrement. Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour ceux qui évidemment ne savent pas ce que c'est que le CSA, il se passe énormément de choses. Peut-être que Philippe Bas, vous pouvez répondre également. Est-ce que ces autorités indépendantes, est-ce qu'elles ont trop de pouvoir selon vous? Est-ce qu'il faut les rééquilibrer? Est-ce qu'il faut surveiller? C'est ce que préconise cette commission d'enquête notamment? Elle commence. Elle commence, peut pas bien sûr. préconiser. D'abord, c'est une bonne idée. Jacques Mézard, outre qu'il est président du groupe des radicaux, est aussi un des membres éminents de la commission des lois. Et à la commission des lois, nous sommes toujours soucieux de faire le partage entre ce qui relève de l'autorité régalienne de l'État, sur laquelle doit s'exercer un contrôle démocratique, et ce qui relève d'actions qui supposent une certaine indépendance, parce qu'elle ressemble un peu à ce que peuvent faire des juridictions. Et l'indépendance des organismes comme la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est important, mais ce n'est pas une raison pour que ces institutions sortent du cadre de la loi et échappent à tout contrôle du Parlement. Vous parliez tout à l'heure du CSA. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour modifier un peu ce qui se passe actuellement? Il ne s'agit pas dans un premier temps de modifier tout ce qui se passe, il s'agit de faire un bilan de l'action de ces autorités administratives indépendantes, de constater qu'il y a eu pratiquement une création chaque année, et ça ne peut pas durer indéfiniment. L'État doit assumer ses responsabilités, ses prérogatives, et ne pas, quels que soient les gouvernements, utiliser la création d'une autorité administrative indépendante pour faire passer un projet de loi. Je crois qu'il faut aussi dire ça. Une quarantaine, on voit bien qu'il y a une difficulté, que soit l'État est capable d'assumer ses responsabilités, soit il ne l'est pas. Et en tout cas, il est indispensable qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait un suivi et que la composition des collèges de ces autorités administratives indépendantes soit suivie de près. On ne peut pas toujours retrouver, soyons clairs, on ne peut pas toujours retrouver dans les collèges les mêmes
un représentant du Conseil d'État, un représentant de la Cour des comptes, un représentant de la Cour de cassation. Un sénateur, un député. Tout à fait. Non, Bien mais sûr. d'ailleurs, C'est vrai. la question se pose de savoir s'il faut ou pas qu'il y ait des parlementaires dans ces collèges. Ce sont de vraies questions qui ne se posaient pas avec autant d'acuité quand il n'y en avait qu'une, deux ou trois. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce débat qui a lieu en ce moment au Sénat. Et il sera voté mardi prochain. C'est la loi sur le renseignement. Est-ce que vous avez bon espoir d'arriver à un vote qui soit à peu près conforme avec celui de l'Assemblée nationale? Parce que les vœux, en tout cas du gouvernement, c'est que ça aille vite, notamment sur ce texte qui est très important pour notre sécurité. C'est avant tout un texte qui crée un cadre légal là où il n'y en avait pas. Il crée du droit là où il y avait du non-droit. Ce que nous voulons, c'est que les activités de renseignement qui utilisent des techniques qui font peur soient réglementées et que leur utilisation soit strictement limitée à ce qui est indispensable. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise une technique de renseignement, on peut porter atteinte ou on porte atteinte, par exemple au secret de la vie privée, à d'autres libertés. Et nous n'avons qu'un seul cap, celui de l'état de droit et celui de l'inscription dans le cadre prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de ces techniques de renseignement. Et je crois que c'est très important de le dire, dès 1789, le jour même où la déclaration a été adoptée, non seulement on a proclamé des droits naturels, imprescriptibles, inviolables et sacrés, mais on a prévu qu'il y aurait des bornes pour empêcher les actions nuisibles à la société. La grande criminalité, le terrorisme, ce sont des actions nuisibles à la société. Le renseignement, c'est une activité régalienne du gouvernement qui doit assumer sa responsabilité, mais qui ne doit pas être sans contrôle. Est-ce que vous constatez que ce texte est suffisant aujourd'hui ou est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour lutter contre ce terrorisme international? Je crois qu'il ne faut pas continuer dans une confusion des genres. Ce n'est pas un texte sur le terrorisme, sur la lutte contre le terrorisme, c'est un texte sur le renseignement. Bien sûr. Et l'encadrement du renseignement. Voilà, sur toutes les facettes du renseignement. Ça va de la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité, à la défense des intérêts fondamentaux de la nation, y compris dans le domaine économique. Donc il est naturel que sur tous les bancs, c'est-à-dire que dans chaque groupe parlementaire, de la droite à la gauche, il y ait des parlementaires qui aient dit « nous sommes inquiets de l'évolution de la façon de traiter le renseignement avec les nouvelles techniques ». Certes, il faut être capable de lutter contre l'utilisation par ceux qui travaillent contre la nation de ces nouvelles techniques, mais il faut aussi respecter la vie privée, respecter la vie de nos concitoyens. Et le texte tel qu'il est là aujourd'hui, évidemment vous allez continuer cet après-midi, vous voyez des problèmes sur la liberté? Est-ce que vous le jugez peut-être qu'il va trop loin, pas assez loin? Comment le jugez-vous, vous, monsieur Moi, Mézard? je fais confiance au ministre de l'Intérieur, je fais confiance au ministre de la Défense, mais qui gouvernera la France demain, quelles que soient les sensibilités? Ce texte pose un certain nombre de problèmes de respect des libertés individuelles, et c'est un texte sur lequel, et je suis d'accord avec... Donc vous y voyez quelques problèmes? Oui, mais je suis d'accord avec Philippe Bas, il faut qu'il y ait un encadrement. Et le travail de la commission des lois, et en particulier de son président Philippe Bas, de ce côté-là, était tout à fait utile et efficace. Mais il est incontestable qu'un tel texte a des conséquences sur la vie privée de nos concitoyens, sur la liberté individuelle, et qu'il faut donc être particulièrement prudent, et que nous voyons bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Exactement, et surtout que ça évolue aux États-Unis. Bien Du sûr. Patriot Act, on est passé à une sorte de Freedom Act, Oui. mais on n'en est pas là évidemment en France. Philippe, peut-être une dernière question politique et peut-être une réponse de Jacques Mézard également. Nicolas Sarkozy a demandé au groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, il faut s'y faire, les Républicains, à l'Assemblée et au Sénat, un texte pour abroger toutes les mesures anti-entreprises du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois qu'il faut rétablir la confiance. Et je crois que pour rétablir la confiance, il faut que, par exemple, pour les transmissions d'entreprises, il n'y ait pas d'entrave. Que pour ce qui concerne toutes les règles qui gênent le développement de l'entreprise, il y ait une révision générale et une simplification générale. Que pour les seuils sociaux, on aille beaucoup plus loin. Et ça me paraît indispensable que nous allions dans cette direction, mais qu'on y aille vraiment très fortement
pour créer un choc de confiance. Parce que Vous y allez très fort, donc abrogé. je considère que actuellement, le problème principal, c'est celui de la confiance. Pourquoi est-ce que ça ne redémarre pas en France autant que dans d'autres pays où des mesures fortes ont été prises? C'est parce que le choc de confiance n'a pas été créé. Monsieur Mézard, je crois que tout ce qui est excessif, je ne vous dis pas la suite, abroger toutes les mesures du gouvernement sur les entreprises, il y en a qui sont très favorables aux entreprises. Ils vont pas les abroger. Celles-là, il faut les garder. Bah voilà. Ah oui. Donc il faut être raisonnable en matière. Ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est de liberté. La liberté, c'est respecter celle des entrepreneurs, mais c'est aussi respecter celle des salariés. C'est un équilibre. Mais nous en avons assez de la multiplication des normes, des contraintes, des règlements, quels que soient les gouvernements. Et sous le gouvernement de M. Sarkozy, il y en a eu aussi une certaine accumulation de normes et de règlements. Mais nous allons regarder vers l'avenir maintenant. Voilà. Mais justement, merci beaucoup, Monsieur Mézard. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Mais justement, j'ai posé la question tout à l'heure à Marie-Lise Lebranchu, ce qu'elle pensait de cette initiative de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Voici sa réponse. De la caricature et une caricature qui est dangereuse. Parce qu'on doit toujours respecter la fonction. Et à force de ne pas faire de propositions, mais de simplement taper sur l'autre, ça donne un résultat terrifiant, c'est que les Français ne s'intéressent plus à la politique. Les joutes politiques ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est l'avenir de leur propre société. Bien sûr leur vie, mais la société dans laquelle ils vivent. Et là, malheureusement, on en est bien loin. Voilà pour la réponse de la ministre Marie-Lise Lebranchu à cette initiative de Nicolas Sarkozy. Nous, on va ouvrir un autre débat qui n'a absolument rien à voir. On va parler de l'environnement. Vous savez qu'au mois de novembre prochain, fin novembre, on va accueillir ce qu'on appelle la COP. C'est un grand rendez-vous mondial de l'ONU qui va s'intéresser évidemment à notre avenir sur le climat. On va ouvrir ce débat avec Ronan Dantec. Bonjour. Bonjour. Sénateur écologiste de Loire-Atlantique, et Jérôme Bignon. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Somme. Alors François Hollande était ce jeudi à Marseille pour parler du bassin méditerranéen et notamment de cette Méditerranée qui est extrêmement polluée. Vous imaginiez François Hollande, vous, partir en guerre sur la question du climat, Ronan Dantec? Je renverserai la question. Vous pensez sérieusement qu'un président de la République aujourd'hui peut se désintéresser de la question du climat? Il n'était pas enclin en 2012 vraiment sur ces questions-là, soyons francs. Quand même un peu présent. Non, mais c'est le défi majeur du XXIe siècle. Comme je le dis souvent, la différence entre une trajectoire de degrés de climat stabilisé et le 5 degrés que nous annoncent les scientifiques d'augmentation des températures, ça s'appelle la civilisation. Donc c'est quand même l'essence même de l'action d'un président de la République de répondre aux défis majeurs de l'humanité. Bon, tout va bien, donc il s'est lancé, la COP est sur les bons rails. Par contre, on sent quand même, et là M. Bignon va pouvoir nous répondre également, qu'il y a un petit peu plus de bisbilles entre le ministre des Affaires étrangères et Ségolène Royal, qui dit notamment que cette grande conférence mondiale, bien, c'est pas là où on prend les décisions en fait. On est en train de parler de l'avenir de centaines de millions de personnes, y compris de votre espérance de vie, à vous et à moi. Et on s'intéresse à l'échange entre Ségolène Royal et Laurent Fabius. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. C'est pas sérieux. L'important, c'est... Ils ne sont pas sérieux ou nous ne sommes pas sérieux? Non, mais je crois que c'est collectif. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas le tempo. Moi, je regrette la sortie de Ségolène Royal que je trouve maladroite, mais la manière dont derrière on fait boule de neige sur une phrase secondaire, alors que l'important, c'est qu'est-ce que les Chinois mettent sur la table, qu'est-ce que les Américains mettent sur la table, est-ce que les affrontements guerriers que l'on connaît aujourd'hui, la conférence climat va en être une caisse de résonance ou au contraire un élément de régulation? C'est ça les questions, c'est pas la phrase de Ségolène Royal. Jérôme Bignon, vous partagez cet avis, j'imagine. Qu'est-ce que vous attendez de la COP, vous? Un succès, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, pas rien de moins. C'est aussi important que ça. Ça sera peut-être pas le succès qui résoudra tout, parce qu'il y aura d'autres COP, mais il faut un succès où on crante, où on décide collectivement de changer profondément. Donc il faut qu'on change profondément. Et ce que je crois, Ronan a raison, et je rajouterai 2-3 trucs. Moi, ce qui me rassure, c'est que Mme Merkel soit dans le coup, que Mme Merkel fasse les entretiens de Petersberg, que Mme Merkel soit présidente du G7 et dise le G7 s'occupe du climat, que Mme Merkel dise on va y aller, que M. Obama dise on va y aller, que les Chinois réfléchissent. C'est ça qui est important. Les histoires franco-françaises, franchement, c'est pas le sujet. Franchement, pas le sujet. Bon, c'est peut-être malheureux, maladroit, mais oublions-le vite pour passer. Je rappelle que M. Hollande a été candidat pour organiser la COP. Personne n'avait beaucoup envie de le faire parce que c'était quelque chose de difficile. Bien sûr. Et il a pris à la fois cette responsabilité, ce risque. Donc vous le saluez?
comme Français, je l'encourage. Je suis là, je préside le groupe de travail sur les négociations climatiques internationales au Sénat, ce que m'a demandé de faire le président Larcher, et je ferai tout ce que je peux pour aider, avec mes petites forces, mes petits moyens, avec mes collègues, pour que ça marche. Alors on dépasse le côté clivage politique, on est d'accord. Oui, Quelle chance de succès pour cet avenir, pour cette COP 21 comme on l'appelle, alors qu'on sait que les négociations vont être très difficiles, et notamment avec les États-Unis, la Chine et d'autres pays, bien sûr. Ronan Dantec. L'enjeu, c'est le 4 janvier 2016. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura digéré l'accord, qu'on aura passé les fêtes, est-ce que tous ceux qui ont capacité à agir agissent? C'est-à-dire l'enjeu de cette COP, c'est pas est-ce que ça sera légalement contraignant ou pas légalement contraignant, est-ce que les contributions sont suffisantes pour la trajectoire de degrés? On se doute que ça ne sera pas le cas. Mais il faut que ça crée une dynamique. Il faut que ça convainque l'ensemble des acteurs, et notamment les acteurs territoriaux que moi je représente dans les négociations internationales, que si chacun agit là où il est, avec son niveau de responsabilité, on va stabiliser le climat au XXIe siècle. C'est ça l'enjeu, c'est le récit collectif. C'est la COP du récit collectif. L'échec de Copenhague, c'était la fin d'une histoire où pour la dernière fois, les Chinois et les pays du Sud sont venus en disant aux pays développés, anciens pays développés, faites l'ensemble de l'effort. Et ils ont dit non, parce qu'effectivement, la Chine était devenue le premier émetteur mondial de CO2. Depuis, il y a un nouveau cycle, depuis Durban, où on sait qu'il faut que chacun s'y mette, y compris les Chinois, les Brésiliens et les Russes. Donc ça va être un moment volontaire, plutôt de dynamique volontaire. Viendra le temps des accords contraignants, notamment économiques, probablement après Paris, dans les années qui suivront. Mais il faut absolument que cette dynamique volontaire, ce volontariat positif, soit mis en scène à Paris. Moi, j'y travaille avec le sommet Climat et Territoire qu'on organise avec la région Rhône-Alpes. Qu'on diffusera bien sûr sur l'antenne de Public Sénat. Je le sais, les 1er et 2 juillet. Voilà, il faut qu'on crée cette dynamique, il faut que tout le monde y croie, parce que sinon, on va quand même beaucoup souffrir. Jérôme Mignon, et après j'aurai une question très concrète aussi. Ce n'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système. Et c'est ça qui est difficile, parce que on est dans on n'est pas dans cette logique, parce que quand on parle d'une réforme, on se dit on va évoluer. Là, il faut révolutionner. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il va falloir changer nos comportements. Oui, c'est une mentalité à changer, c'est tellement très fondamental pour des pays industrialisés. C'est plus un combat droite-gauche, c'est plus un combat écolo contre le monde entier. C'est un combat de tous ensemble pour modifier nos comportements. Sans ça, on sortira de la trajectoire de 2 degrés pour aller dans une trajectoire qui sera calamiteuse, une trajectoire d'émissions qui sera calamiteuse, dont on ne pourra jamais revenir. Jean Jouzel le disait ce matin à un colloque au CESE, on en reviendra spécialiste climatologue, qui est un prix Nobel au titre du GIEC, etc. Enfin, c'est un homme extraordinaire et qui a une capacité de persuasion. Enfin, Nicolas Hulot, lui, 2-3 comme ça sont absolument fabuleux. Jean Jouzel disait ce matin, il faut qu'on change le système. Et c'est ça qui est dur. On entend ce côté un peu dramatique, sommet de la dernière chance, notre avenir, l'être humain, etc. Vous croyez que ça va intéresser les Français, ce côté un petit peu alarmiste, où ils vont se dire, bon, bah... Moi, je suis convaincu, voilà, on va passer moi, autre les chose. Français m'en parlent. Les Français, ils ne commandent pas la dernière phrase d'un ministre ou d'un autre. Les Français, ils savent très bien. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que les Français sont conscients de la gravité de cette crise. On a une modélisation météo pour 2050. 40 jours de canicule. Vous aurez quel âge en 2050? Nous, on commencera à être un peu vieux. Moi, je commencerai aussi. Mais oui, mais on aura tous entre 70 et 85. Ça veut dire que c'est notre espérance de vie qui est en jeu, parce que 40 jours de canicule l'été, c'est notre espérance de vie qui se réduit. Donc les Français sont conscients de la gravité des choses, mais ils ne savent pas très bien. Non, ils ne savent pas très bien quoi faire et ils ont l'impression, effectivement, d'une impuissance du politique globalement. C'est-à-dire, je pense que ça nourrit le pessimisme global, plus ici d'ailleurs que dans d'autres pays, et un espèce de climato-fatalisme. Vous le sentez, ce climato-fatalisme, je reprends votre expression. Oui, moi je le sens. C'est la même chose sur le chômage. C'est que finalement, aujourd'hui, le politique n'est pas capable de dire, face aux grandes menaces qu'on connaît, le chômage, le climat, on a des solutions. Et cette COP, elle doit absolument casser ce climato-fatalisme, dire non, le politique, y compris des fois, avec Jérôme, ça pose pas de problème, avec d'autres, c'est plus compliqué, une sorte d'union sacrée pour dire on se coltine les problèmes principaux, on ne se perd pas, effectivement, sur des problèmes secondaires. Et là, on y va. En plus, une partie des réponses, c'est ça qui est quand même intéressant, sont des réponses qui existent sur les territoires. Moi, à Nantes, j'ai été vice-président en charge du climat pendant 10 ans. On est à moins 30% d'émissions, donc on sait le faire. On sait le faire. On sait que c'est une meilleure maîtrise de nos consommations, moins de coûts pour les consommateurs et une meilleure
balance extérieure. Donc il faut y aller, il faut y aller. Et expliquer un petit peu aux Français qu'il faut les prendre un petit peu par la main. Peut-être vous avez besoin aussi de ça, d'une parole forte. Il ne faut pas non plus se battre la coupe de façon trop profonde. En Europe, on a fait des progrès. Si le reste du monde avait fait la moitié de ce qu'on a fait en Europe, on ne serait pas dans cette difficulté dans laquelle on est. Ah non, on est plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas désarmer pour rendre encore plus collectif le travail qu'on a engagé, pour améliorer, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, et puis peut-être compenser par notre vertu le basculement plus rapide pour faire en sorte qu'il y aura des retardataires et faire en sorte que ces retardataires... Et puis, il y a un point qui est tout à fait capital auquel il faut penser, c'est tous les pays émergents. Le désert gagne du terrain tous les jours. On pense aux Érythréens en disant ils fuient la dictature, parfois ils fuient la désertification parce qu'ils ont faim. Et le changement climatique actuellement, il a un impact sur la faim, il a un impact sur les réfugiés climatiques qui commencent à fuir leur pays parce qu'ils sont inondés. Et si je continue à m'adresser un petit peu aux Français, quand on leur parle du diesel et cette fin du diesel, comme le fait Anne Hidalgo aujourd'hui pour Paris, quand on leur parle de la pastille verte, tout ça, ça parle un petit peu aux Français. Vous avez cette sensation ou pas? Moi, je crois que les problèmes de bronchiolite ou d'asthme pour les gamins, ça parle aux Français, ça j'en suis certain. Ils demandent des politiques qui soient capables de dire on sort du diesel, voilà l'argent qu'on met pour que nos filières industrielles bougent, alors que souvent ils ont des politiques avec derrière la pression de lobbies conservateurs qui disent plutôt encore... un instant, monsieur le bourreau. Et ça, je crois que les Français ne le supportent plus. Sur le diesel, il faut en sortir, y compris si on veut exporter des voitures demain. Il faut sortir du diesel, il faut qu'on fasse un effort, qu'on finance de la recherche, et il faut du volontarisme. Ça recommence. On démarre sur un thème très précis. Là, le côté républicain parle. Non, je partage à bien des égards. Enfin, il faut faire en sorte que le diesel, le vieux diesel soit le moins polluant possible, qu'on le remplace le plus rapidement possible et qu'on essaye d'améliorer. C'est une filière industrielle qu'on ne peut pas supprimer du jour au lendemain. Mais je partage l'idée que toute pollution est une façon de faire bouger les choses. Les Chinois n'auraient jamais bougé si la population chinoise n'était pas saturée de la population des émissions de gaz à effet de serre dans les villes et de produits chimiques qui les rendent malades. Et ça a fait bouger les dirigeants. Donc ça veut dire que nos compatriotes peuvent être sur la même ligne. Il nous reste 30 secondes, Ronan Dantec. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Jérôme Bignon, qui est absolument ciel. Il y a 2 négociations cette année, une sur le développement à New York en septembre, une sur le climat en décembre. C'est la même négociation. La question du développement du Sud, c'est le cœur de la négociation sur le climat et c'est un projet commun pour toute l'humanité. Et donc, il faut vraiment y aller tous ensemble. Voilà, c'est le message. C'est l'équité. Il faut que cette négociation soit juste pour qu'elle soit acceptée par les développés et par les plus pauvres. Merci beaucoup, messieurs, pour ce passionnant débat sur le climat. Évidemment, Public Sénat restera fidèle pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer au moment de cette COP. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.